La journée est avancée, nous avons un dernier panel, un panel qui est composé de différentes personnes avec des horizons un peu différents. On retrouve quelqu'un du côté enfin, pas vraiment l'ingénieur, mais plutôt du côté des mathématiques, avec monsieur Max Dauchet, qui est professeur émérite à l'Université de Lille, mais c'est surtout parce qu'il est président de la CERNA. Il nous dira davantage ce que c'est qu'il se retrouve ici et qu'il défend des idées sur la régulation de l'intelligence artificielle, puisque ce dernier panel, qui est un peu aussi un laboratoire où on essaye de partager quelques points de vue sur des questions évidemment très vaste, donc il est important aussi d'avoir le point de vue de gens qui viennent de différentes institutions, et on va commencer par lui, avec son expérience en France, à la CERNA, et puis les questions que ça pose en termes de régulation. Eh bien, merci. Je suis heureux d'être parmi vous, et je suis lillois, donc je viens en voisin. Et je suis un élève appliqué, comme tous les gens du Nord, donc j'avais préparé les trois questions. Je vais surtout m'appesantir sur la première. Faut-il créer un comité d'éthique pour l'IA? Alors, je signale qu'il s'en crée tous les jours des comités d'éthique pour l'IA de tout poil. Alors, si vous voulez, je vais évoquer 3 ingrédients qui me semblent nécessaires à la réflexion, associant le droit et l'éthique sur l'IA, et je les illustrerai de 3 expériences personnelles. Si vous voulez, je suis informaticien, donc on va dire ingénieur de façon générique. Il y aura les juristes et puis les ingénieurs. Donc je suis du côté ingénieur, et ingénieur qui s'intéresse, je veux dire, à l'évolution dans la société des outils qu'il a contribué à développer dans sa vie. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, moi j'ai envie de dire, les ingrédients qu'il faut pour mener une bonne réflexion, c'est déjà d'abord de savoir conjuguer les temps. Alors, si vous voulez savoir conjuguer les temps, c'est une question politique, d'une certaine façon, et c'est une nécessité pour la souveraineté européenne. Je m'explique. Conjuguer le temps, c'est l'intelligence artificielle dans l'automobile et le développement des voitures autonomes. C'est une question de temps court. C'est une question de compétitivité industrielle, de darwinisme économique. Si on se dit « Ah, mais on va réfléchir, nous, l'Europe, des valeurs, on réfléchit avec humanisme à ce qu'on fait, il n'y aura plus d'industrie automobile et on n'aura plus de souveraineté économique. » Donc là, le temps des réflexions éthiques, c'est le rayon, si on peut dire, de Jérôme, qui a parlé ce matin. Et donc, ce temps-là, il faut tout de suite que l'industrie automobile européenne définisse des standards, des normes. Mais évidemment, ces standards, ces normes, pour pouvoir développer utilement des collaborations pour se mettre vite sur le marché des outils performants au niveau mondial, par partage d'expériences. Bon, ça pose déjà le problème, les normes. Est-ce qu'on va d'abord protéger le conducteur, enfin le passager devant le volant, voire Mercedes, ou est-ce qu'on va essayer d'épargner les vies des jeunes? C'est l'éthique c'est l'éthique, différentes formes d'éthique. Mais ça, c'est le temps court de la compétitivité économique. Et il y a le temps long, c'est quelle Europe voulons-nous construire? Nous, l'Europe qui sommes, on dit toujours, mais c'est assez vrai, depuis longtemps, le creuset de la culture, etc. Et ça, c'est un temps long, et il faut les conjuguer, et ces conjugaisons-là, c'est un travail politique. Il y a la souveraineté derrière.
Alors, je disais, il se construit tous les jours des comités d'éthique, hein, si vous voulez. Les GAFAM, les Chinois n'en parlent pas trop, effectivement, on parle plus d'outre-Atlantique que de l'Asie, mais ils définissent leur truc à eux. D'ailleurs, on voit bien que les valeurs ne sont pas les mêmes selon les continents. Il y a aussi les comités institutionnels. Bon, alors, on est dans il y en a qui disent transformation, d'autres révolution, d'autres évolutions sans précédent, etc. Mais enfin, si vous voulez, d'autres qui parlent de la métamorphose numérique, qui se fait très vite. Alors, quand c'est comme ça, la société bouillonne. Il y a deux extrêmes. C'est ne mener que des réflexions protiformes. Si vous voulez, multiplier les comités de comptoir, si vous voulez, de zinc, où on discute, où on recommence, où c'est la foire. Bon, c'est le modèle fumé, si vous voulez. Puis vous avez le modèle béton. Béton, vous centralisez, vous faites un comité qui décide tout. Or, ce qui est difficile, c'est de faire entre les deux. Et se faire entre les deux, c'est organiser le débat public. Et si vous regardez, enfin moi j'ai découvert sur le temps, je suis un vulgaire ingénieur, si on peut dire, mais si vous regardez par exemple la condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt, qui redevient en avant, qui redevient à la mode, bien avant la naissance du numérique, c'est en gros après-guerre, enfin, elle a écrit dans les années 60, elle fait de l'organisation des espaces publics de débat une condition de conserver la démocratie face au fait que tout devient possible. Parce que pour elle, le tout devient possible, si vous voulez, c'était les médecins nazis, c'était Auschwitz, c'était la bombe atomique. Alors, devant ce tout possible, elle dit la démocratie s'organise à débat public. Donc, je pense qu'on est responsable, un peu, d'organiser le débat public sur l'avenir de la société, alors que, si vous voulez, l'intelligence artificielle pose des défis. Alors évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Maître Buil, l'intelligence artificielle, ce sont des objets techniques sans désir, sans ego, sans surmoi. Vous avez quelquefois le filtre médiatique qui dit des choses qui cherchent le sensationnel, sont des âneries, c'est bien clair. C'est bien clair, mais c'est quand même des objets compliqués et puis assez souvent abstraits. Donc, l'IA rend beaucoup de choses possibles. Allez, on va dire comme ce que je vous ai cité dans l'après-guerre ou pendant la guerre. L'IA rend un tas de choses possibles. Et justement, la réflexion, l'éthique, le débat de la société, ça doit être entre tout ce qui est possible et ce que dit le droit actuel, c'est-à-dire ce qu'on peut. Nous sommes dans une université catholique. On pourrait dire, vous savez, Paul aux Corinthiens qui disait « Tout est possible, mais tout n'est pas utile ». C'est un sujet éternel. Et qu'est-ce qui est utile, si vous voulez, aux États-Unis ? Ce qui est utile vis-à-vis des données personnelles, c'est pas pareil qu'en Europe. Parce qu'aux États-Unis, les données personnelles, c'est un bien marchand. En Europe, en France en particulier, c'est un attribut inaliénable de la personnalité. Donc ça pose des questions. C'était le deuxième sujet. Et puis il faut une intelligence partagée. Alors en particulier, une intelligence partagée, c'était dit aussi de tout à l'heure. On va dire entre juristes et informaticiens. Bon, là, la journée est tout à fait rassurante là-dessus. Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que pour l'intelligence partagée, le ticket d'entrée intellectuelle est élevé. C'est-à-dire pour arriver à se parler vraiment entre informaticiens, ingénieurs, et juristes, ça demande un investissement. Alors ça, je vais reprendre ça rapidement, à travers trois expériences très récentes en France. Bon, nous, alors je vous parlerai de la CERNA après, mais nous avons contribué au rapport Villani. Vous savez, rapport Villani sur l'intelligence artificielle,
qui est sorti le 29 mars, donc il y a moins d'un mois, et qui laisse beaucoup de place à l'éthique. Je me suis amusé à regarder ce matin. Il y a 98 occurrences du mot éthique et 120 occurrences du mot droit. Mais comme droit est polysémique, je vais dire une centaine aussi d'occurrences du mot droit au sens des juristes. Et ce qui guide le rapport Villani, c'est la souveraineté européenne. C'est pour ça qu'il y a tout un pan qui est compétition économique, compétitivité de l'Europe en intelligence artificielle, et il y a un gros pan éthique, il y a un pilier éthique qui est quelle société voulons-nous construire, et avec l'idée que cette société peut être... Enfin, déjà, ça nous aidera à vivre, nous, parce que c'est nous qui devons décider la société que nous voulons, et pris, si vous voulez, comme un élément de souveraineté dans le monde multipolaire. C'est un peu inspiré par notre président de la République, peut-être, ce rapport. Enfin, bon. Et ce qui se passe... voilà. Bon, alors donc, actuellement, c'est en discussion au niveau de l'exécutif pour savoir quelle forme, si vous voulez, la réflexion éthique va prendre. Est-ce qu'elle va être accolée au comité national d'éthique en biologie? En gros, il y aurait deux collèges. Hein. On a le CCNE créé par François Mitterrand en 83, qui porte sur la bioéthique. Et on se demande s'il va être fait un deuxième collège ou une structure à part. Enfin, si vous voulez, ça c'est en gestation. J'ai déjà illustré les choses. Deuxième exemple. Alors la CERNA. Alors la CERNA, c'est la commission. Le nom, c'est un chemin de croix, l'énoncé. Hein. C'est la commission de réflexion éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique. Puis en plus, au bout, c'est d'Alisten. Alors qu'est-ce que c'est Alisten? Alisten, c'est l'alliance de tous les acteurs publics de recherche en numérique, c'est-à-dire les universités, les écoles, le CNRS, le CEA, INRIA, voilà. Bon. Alors, il y a quelques années, ils se sont dit, il faut que les chercheurs, ceux qui conçoivent et qui développent les outils numériques, réfléchissent à ce qu'ils font. Et c'est cette commission-là que je préside, et c'est très intéressant. Et si vous voulez, alors dans cette commission-là, c'est plutôt un club. Hein. On n'a pas de structure, pas de secrétaire, pas d'argent. Et ça marche bien parce qu'il y a la bonne volonté des gens. Et c'est évidemment pluridisciplinaire, hein, intelligence partagée. Ben, écoutez, ici, vous avez dans les rangs, vous avez deux membres de la CERNA. Vous avez Christophe, qui est juriste et en plus anthropologue, parce que l'anthropologie, c'est important aussi. Et vous avez Jérôme, hein, Jérôme Perrin, qui lui est ingénieur, on va dire. Donc vous avez un juriste, un ingénieur, et tout est construit comme ça, de façon diverse. Donc si on a illustré, hein, là, si vous voulez, le fait d'avoir des structures souples qui évoluent. Hein, moi, je dis toujours, nous militons fort pour qu'une structuration au niveau de la société, pas seulement au niveau des chercheurs, des choses. Et je répète à la CERNA que si le paysage qui se construit fait que nous devenons inutiles, eh bien, nous pourrons mourir heureux. Parce que ce que je vous disais, c'est la nécessité de construire sans scléroser. Et puis enfin, dernier exemple, il s'est créé. Alors là, pour voir que les questions des algorithmes ne sont pas forcément liées à l'intelligence artificielle. Hein, il vient de sortir la loi LOR, la loi orientation et réussite étudiante. Hein. En France, c'est pour ça que des universités sont mises à sac, bloquées, c'est à cause de la loi LOR. Et la loi LOR, si vous voulez, au centre, il y a un algorithme qu'on appelle Parcoursup, qui en fait, dont l'objectif est d'aider à l'orientation les étudiants de façon équitable et transparente. Alors seul, si vous voulez, un outil informatique, qui n'est qu'un outil, permet une certaine transparence et une certaine équité au niveau national. Le but, c'est de limiter le taux d'échec
la sélection par l'échec, qui est considérable dans l'université française, hein, tout le monde le sait, et puis aussi d'atténuer le délit d'initié qui mine le système éducatif français, hein, qui fait que, par exemple, sur Parcoursup, on voit que la moitié des étudiants qui rentrent à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm dans le secteur littéraire, la prestigieuse école, sont issus d'un seul lycée, le lycée Henri IV de Paris. Alors que moi, quand j'étais jeune, en fac, j'enseignais à des étudiants de fac qui préparaient Normal Sup et qui l'avaient. Donc, si vous voulez, il y a alors, cet algorithme Parcoursup qui n'a rien d'intelligent, c'est quand même un outil qui se retrouve au sein d'un débat de société. Quelle société nous voulons construire? Là, j'insiste pas. Mais donc, simplement, alors là, pour reparler d'intelligence partagée, nous sommes 6 personnes dans ce comité qui s'appelle comité éthique et scientifique, donc de Parcoursup. Alors, nous sommes 2 informaticiens, et puis nous sommes 2 informaticiens, et la présidente, qui est Noëlle Lenoir, c'est une juriste qui a été pendant 12 ans au Conseil constitutionnel français, donc, si vous voulez, gardienne de la Constitution française. Eh ben, je peux vous dire que pour un vulgaire et vieux ingénieur ou informaticien comme moi, discuter tous les jours avec des juristes, ça change la retraite. Bon, pour le moment, c'est tout ce que j'aurais à dire. D'accord, merci beaucoup.